Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les chasseurs, chasseuses du mythe pour cette mini-saison sur la campagne fan-made Matière Noire qui a été traduite par les membres chercheurs du Discord français et qui va enfin pouvoir être jouée sur TTS. Alors l'idée de cette mini-campagne, c'est à la fois de tester cette campagne qui est enfin disponible en français et ensuite de vérifier et d'aider l'équipe du Discord à vérifier que la traduction a bien été faite et que toutes les mises en place ont bien été faites. Donc, on va jouer cette campagne en lisant toutes les informations du carnet de campagne et les différentes cartes. Donc, on va jouer aussi le fluff. On va regarder, essayer de regarder, et si je vois quelques erreurs, je les transmettrai. Et puis si je passe à côté de certaines erreurs potentielles, j'espère que d'autres joueurs et d'autres joueuses pourront le faire, les repérer elles aussi. Alors, on va tout de suite commencer. Cette vidéo sera juste une introduction, parce que sinon ça risque d'être un peu long. Je ne vais pas forcer tout le monde à regarder, mais pour ceux qui veulent regarder, je vais expliquer aussi mon deck au passage. Alors, je vais jouer avec Lola en jaune, qui est une investigatrice qui a été spécialement conçue par le créateur de le créateur ou la créatrice, je ne sais pas, de cette campagne, et qui reprend le personnage de Lola Hayes, que on connaît tous et toutes, mais qui a comme particularité de ne pas avoir les mêmes restrictions de deck building et surtout d'avoir un deck rôle. C'est-à-dire, en fait, Lola en jaune, l'actrice en Lola Hayes, l'actrice en jaune, euh, a les mêmes statistiques que Lola Hayes, 3 partout, mais n'est pas contrainte de jouer uniquement en fonction du rôle qu'elle a pendant son tour. En fait, elle a des cartes supplémentaires, parmi lesquelles une cinquantaine de cartes, parmi lesquelles elle doit choisir une dizaine de rôles dans la construction du deck. Voilà, la taille du deck reste en 5. Choix de classe secondaire. Lors de la création du deck, choisissez 10 soutiens rôles autres que Cassilda. Cassilda est une faiblesse ici, on les regardera après. Maximum de 3 pour chaque classe. Ceci ne compte pas dans la limite de la taille du deck. Et la construction du deck peut contenir n'importe quelle carte de niveau 0 à X, X étant le nombre de soutiens rôles choisis dans la classe correspondante. Voilà. Euh, donc j'ai pris moi au moins une carte par rôle, une carte par classe, un rôle par classe pour pouvoir justement jouer au minimum des cartes de 0 à 1, niveau 0 à 1 de chaque classe. Et les cartes, évidemment, les cartes notes de niveau 0 à 5 sont accessibles à cette version de Lola. Alors, exigence du deck, ne compte pas dans la limite de la taille du deck. 2 exemplaires de improvisation en jaune, 2 exemplaires de crise d'identité en jaune, ce sont des versions spécifiques qui ne sont pas les mêmes évidemment que celles de Lola classique que l'on connaît. Cassilda, une faiblesse de base au hasard. Voilà. Alors, Lola, le petit texte fluff, Lola a joué à guichet fermé partout à travers le monde, mais jamais dans une pièce aussi étrange et entêtante que le roi en jaune. Même pendant les répétitions, tout ce qui s'y rapporte n'amène que malheur et effroi. Lorsque Myriam, l'actrice avec qui elle partage l'affiche, fut retrouvée morte flottant dans la Seine, Lola décida qu'elle en avait assez et rédigea une lettre au metteur en scène pour lui expliquer que sa prochaine interprétation serait la dernière. Elle regagne donc Arkham pour une dernière représentation, espérant qu'après cela, elle sera enfin débarrassée de cette maudite pièce. Alors, il y a donc un deck rôle, voilà, qui est ici, à côté, et parmi
Et ce deck roll va être à chaque début de phase d'investigation, je vais piocher au hasard 2 cartes dans le deck roll, hop, et en choisir une des deux. Là, évidemment, comme je pioche Cassilda, je suis potentiellement obligé de la choisir, je vous expliquerai plus tard. Alors, au début de la phase d'investigation, mélangez un soutien rôle dans le deck personnage. Oui, pardon, c'est un deck personnage, voilà. Regardez les 2 cartes du dessus du deck personnage et mettez-en une en jeu. Mélangez les cartes restantes dans le deck personnage. Son Elder Sign pour ajoute plus 2, cherchez une carte de la même classe que le soutien rôle sous votre contrôle parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et piochez-la, mélangez votre deck. Voilà, donc ça permet d'aller piocher une carte parmi les 6 premières de mon deck. Je suis en train de chercher, il n'y a écrit nulle part que les rôles choisis doivent être mélangés dans un deck à part. C'est peut-être dans le carnet de campagne. On verra ça plus tard. Alors, oui, d'ailleurs, je crois que c'est à la fin du carnet de campagne qu'il y a les informations sur Lola. Voilà, c'est ça. Nouvelle investigatrice, Lola Hayes en jeu. On va lire ça ensemble. Alors, acte 1, cours de folie. Lola Hayes Rework est une investigatrice créée par des fans pour Horror Arkham, le jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs. Au lieu de faire imiter à Lola chacune des classes comme le propose le personnage dans sa version officielle, cette version tente de réaliser le fantasme de jouer réellement une actrice en la faisant incarner des personnages féminins célèbres de la littérature, de la mythologie ou de notre histoire. Lola a ainsi un ensemble de cartes personnages proposant chacune un rôle donné, Athéna, Méduse, Cendrillon, etc. À chaque tour, elle jouera au hasard un de ces rôles. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progresse, vous vous retrouverez à jouer un rôle plus que tout autre, celui de Cassilda. Affrontez ce périple avant que ce rôle s'impose à vous et que le roi en jaune vous consume. Alors, acte 2, mise en scène. Lors de la construction de votre deck, vous devez obligatoirement inclure le rôle Cassilda ainsi que 10 autres rôles de votre choix dans un deck spécial appelé le deck personnage. Vous avez le droit à un maximum de 3 rôles de la même classe. Vos choix de rôle déterminent également les cartes éligibles à la construction de votre deck. Si vous avez choisi 3 rôles d'une même classe, vous pouvez choisir des cartes de cette classe de niveau 0 à 3. Si vous avez choisi 2 rôles d'une même classe, vous pouvez choisir des cartes de cette classe de niveau 0 à 2, puis une seule carte donc de niveau 0 à 1, et si vous avez choisi 0 rôle d'une même classe, vous ne pouvez pas choisir de carte de cette classe. Les cartes multiclasses sont éligibles tant que vous avez accès à l'autre classe. Dans tous les cas, vous avez accès aux cartes neutres de niveau 0 à 5, indépendamment des rôles choisis. Exemple des rôles choisis suivants: 3 rôles gardiens, accès aux cartes gardiens de niveau 0 à 3, 3 chercheurs, accès aux cartes chercheurs de niveau 0 à 3, 3 truands, voilà, une dizaine comme ici, un rôle mystique, seulement 0 à 1, et 0 rôle survivant, pas d'accès aux cartes survivantes. Et encore une fois, toujours accès aux cartes neutres de niveau 0 à 5. Acte 3, explication. Synergie céleste. Oui, voilà, il y a quelques rôles qui nécessitent quelques explications. Notamment donc Synergie Céleste, Nyx et Séléné ne sont pas des soutiens rôles, elles ne peuvent donc pas être choisies lors de la création du deck. Au lieu de cela, vous pouvez jouer un rôle appelé Synergie Céleste qui mettra en jeu ces deux soutiens liés. En d'autres termes, vous ne pouvez pas jouer Nyx ou Séléné indépendamment de Synergie Céleste. C'est un rôle que je n'ai pas pris moi, mais qui était assez intéressant et qui joue sur les cartes multiclasses surtout. Titania. Son premier effet doit être compris comme le fait de pouvoir choisir la carte à renvoyer, même si cette carte est en jeu face cachée. Comme avec les cartes cristallisoires de rêve, sac à dos ou connaissance ancestrale. Son deuxième effet
de base sur le concept de restriction de construction de deck de la carte soutien de la pègre. Il faut également comprendre que votre deck fait référence à votre deck en début de jeu et non à ce qui se trouve actuellement dans votre deck. Voilà, Titania, pareil, c'est un rôle que je ne prends pas, mais c'est un rôle qui joue sur le fait d'avoir une seule carte. Chaque carte est différente dans notre deck, donc une carte avec le même nom et qui permet d'aller chercher des cartes uniques, notamment et même exceptionnelles dans notre deck plus facilement. Christine Dae. Le coût pour déclencher une capacité est à différencier du coût pour jouer une carte. Cela signifie que cet effet ne fonctionne pas avec action désespérée. En tant que coût supplémentaire. Voilà, Christine Dae, c'est un rôle qui permet de ne pas payer le coût de défausse d'une carte, d'un soutien en jeu. Quand une carte devrait être défaussée, un soutien en jeu devrait être défaussé. Par exemple, une carte comme le talisman protecteur, que j'ai dans mon deck ici, même si je ne joue pas ce rôle, le talisman protecteur demande, quand des dégâts ou horreurs qui devraient vous vaincre vous sont assignés, défaussez le talisman protecteur, annulez jusqu'à 2 de ses dégâts et ou horreurs. Le rôle de Christine Dae me dit que je peux considérer que le coût de défausse est déjà payé et donc garder le soutien en jeu tout en bénéficiant de ses effets positifs. Donc là, cela signifie que cet effet ne fonctionne pas avec la carte événement action désespérée. En tant que coût supplémentaire pour jouer action désespérée, choisissez et défaussez de votre main ou de votre zone de jeu un soutien objet qui occupe au moins un emplacement de main. En revanche, cet effet fonctionne avec pic à glace, car l'effet de défausse pour découvrir un indice supplémentaire ou infliger un dégât est un coût, même s'il vient après l'explication des effets de l'action. Le pic à glace dit, lors d'un test de compétence en combattant ou en enquêtant, inclinez le pic à glace, vous gagnez plus 1 valeur de compétence pour ce test. En cas de réussite, vous avez le droit de défausser le pic à glace pour que cette attaque inflige plus 1 de dégâts si vous combattez ou découvrir un indice supplémentaire dans votre lieu si vous enquêtez. Voilà. Donc là, typiquement, avec le pic à glace, le coût de défausse est considéré comme payé. En échange, il faut incliner le rôle de Christine Dae et on peut bénéficier de l'indice supplémentaire ou du dégât supplémentaire et garder le pic à glace en jeu. J'ai hésité à prendre ce rôle-là, mais il ne correspond pas au deck que j'ai voulu construire. Je suis donc allé vers d'autres rôles, mais je le trouve en effet très intéressant et très fort. Ça amène une manière de pouvoir builder un deck autre, une façon de réfléchir un deck un peu différente. C'est très intéressant. Dvarevna Lebed, celle-ci je l'ai choisie, je vais donc vous la montrer et on lira l'explication ensuite. Elle est ici, la princesse cygne. Tsarevna Lebed ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lolaïs, la crise en jaune, c'est-à-dire forcé au début de la phase d'investigation, mélanger un soutien rôle dans le deck personnage. Tous les personnages ont cette même inscription, seul l'effet forcé de Lola peut les enlever du jeu et les remélanger dans le deck rôle. Alors, pour une action rapide avec Tsarevna Lebed, regardez les 3 cartes du dessus du deck personnage et mettez-en une en jeu. Mélangez les cartes restantes et Tsarevna Lebed dans le deck personnage. Quand vous choisissez un soutien rôle à mettre en jeu, Cassilda perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Nous verrons Cassilda ensuite. Tsarevna Lebed n'a pas de capacité en soi qui me sera utile, mais si je la choisis, je peux ensuite, pour une action rapide, aller chercher un autre rôle. C'est comme si c'était une réduction du deck personnage, puisque c'est dès que je la pioche elle, en réalité, je vais aller en chercher d'autres. Ensuite, l'explication de Tsarevna Lebed, choisir un rôle neutre signifie que vous aurez un niveau d'accès en moins
dans votre set de cartes. Cependant, ce rôle vous donne la possibilité d'ignorer la capacité de forcer Cassilda. Donc lorsque vous choisissez entre Tsarevna, Lebed et Cassilda, je peux ignorer la capacité forcée Cassilda, ou lorsque vous devez résoudre la capacité sur Tsarevna Lebed. Alors là, typiquement, il y a une petite coquille, il y a un F supplémentaire qui s'est glissé ici. Je vais donc le noter. Ok. Ensuite, page suivante. Hop, on continue. Ouret et Kaou. L'intention est de créer un effet similaire à celui de meneur d'homme, où les deux joueurs obtiennent l'effet des cartes compétences engagées. C'est donc Ouret et Kaou est donc un rôle qui permet, quand une carte de compétence est attribuée à un autre investigateur ou une autre investigatrice, de doubler, c'est-à-dire que chaque investigateur, investigatrice, chaque joueur, chaque joueuse se retrouve à bénéficier des effets positifs d'une carte compétence. Donc, par exemple, si meneur d'homme a été attribué à un test effectué par un autre investigateur, cet investigateur gagne également 2 ressources. Ça, c'est la carte meneur d'homme qui fait partie de la collection officielle. Plus précisément, par exemple, avec garde et courage, affecte les deux investigateurs qui sont tous les deux considérés comme l'investigateur effectuant le test. C'est ça la capacité d'Ouret et Kaou. Vous avez le droit d'attribuer garde et courage à n'importe quel type de test. En cas d'échec, l'investigateur qui effectue ce test pioche 2 cartes et gagne 2 ressources. Ça, ce qui veut dire que avec le rôle d'Ouret et Kaou, les deux investigateurs, investigatrices, gagnent 2 ressources et piochent 2 cartes. Pareil, je n'ai pas pris ce rôle, mais il peut permettre beaucoup de choses. Je n'ai notamment pas pris ce rôle puisque je jouerai en solo cette campagne. Et c'est un rôle évidemment spécifique pour le multi. On continue les exemples. Eureka affecte également les deux investigateurs qui sont tous les deux considérés comme l'investigateur effectuant le test. Donc, si ce test de compétence est réussi, l'investigateur qui effectue le test cherche une carte parmi les 3 cartes du dessus de son deck, la pioche et mélange son deck. Cran et persécution affectent les deux investigateurs qui ont attribué la carte. En cas de réussite, piocher une carte. Voilà, tout ça, ça pourrait bénéficier à 2 investigateurs, investigatrices au lieu de 1 ou 1. Avec coup vicieux, les 2 investigateurs infligent un dégât supplémentaire à l'ennemi attaqué en plus des résultats normaux du test de compétence. Donc 2 dégâts supplémentaires. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus 1 de dégâts. Avec déduction, les 2 investigateurs obtiennent un indice supplémentaire en plus des résultats normaux du test de compétence. Si ce test de compétence est réussi pendant que vous enquêtez dans un lieu, découvrez un indice supplémentaire dans ce lieu. Voilà. Donc ça, ce sont des exemples, mais c'est en effet un rôle qui peut être très très fort en multi. Marie Laveau. Alors, Marie Laveau, je l'ai prise, donc on va d'abord la lire. Elle est ici. Marie Laveau, la prêtresse vaudou. De la même manière, Marie Laveau ne peut pas quitter le jeu, sauf par l'effet forcé de Lolaise. Pour une réaction, quand vous devriez révéler ou regarder une ou plusieurs cartes du deck rencontre de n'importe quel deck de joueurs, révélez 3 cartes supplémentaires. Choisissez 3 cartes parmi les cartes révélées et mélangez-les dans le deck. Résolvez les effets restants normalement. Pour une action rapide, on peut incliner Marie Laveau. Regardez la carte du dessus de n'importe quel deck de joueurs. Remettez cette carte sur le dessus de ce deck. Alors, explication de Marie Laveau. Son premier effet vous permet essentiellement de révéler 8 cartes et d'en choisir 5 avec les cartes comme Marché Noir ou Jeremiah Kirby. Par exemple, Marché Noir, une à la fois, révéler les cartes du dessus des decks de n'importe quel nombre
d'investigateur jusqu'à avoir révélé exactement 5 cartes. Mettez de côté ces cartes hors jeu. Tant que ces cartes sont mises de côté, n'importe quel investigateur a le droit de les jouer comme si elles étaient dans sa main. Ou pour Jeremiah Kirby, après que Jeremiah Kirby est entré en jeu, choisissez pair ou impair, révélez les 5 cartes du dessus de votre deck, piochez chaque carte dont le coût correspond à l'option choisie, mélangez les cartes restantes dans votre deck. En revanche, cela n'augmente pas le nombre de cartes que vous pouvez résoudre, comme avec Alyssa Graham. Inclinez Alyssa Graham, regardez la carte du dessus du deck rencontre du deck de n'importe quel investigateur. Ensuite, vous avez le droit d'ajouter une fatalité à Alyssa Graham pour placer la carte regardée sous le deck auquel elle appartient. Donc, Marie Laveau permet, si je regarde une carte de mon deck, si par exemple je joue une carte qui me permet de regarder, si je jouais un Eureka, par exemple, qui me permet de regarder 3 cartes dans mon deck et d'en choisir une, je pourrais regarder 3 cartes supplémentaires, donc 6, je remélange toutes les cartes dans mon deck et je résous le reste des effets normalement. Donc je pioche une carte parmi 6 en fait, c'est vraiment ça. Mais si l'effet c'est de la mettre dessous, comme avec Alyssa Graham, je ne résous qu'une seule fois l'effet. Je ne pioche pas 2 cartes parmi 6 avec Eureka et je résous une seule fois l'effet. Donc avec Alyssa Graham, je mets qu'une seule carte en dessous. Ça me permet juste de regarder plusieurs cartes. La deuxième capacité de Marie Laveau me permet simplement en fait de regarder une carte du dessus de n'importe quel deck de joueurs. Donc là en l'occurrence ça déclenche la première réaction, la deuxième capacité déclenche la première. Donc en réalité je vais regarder 4 cartes et je vais en remélanger 3 dans le deck et remettre la carte supplémentaire qui me reste sur le dessus de mon deck. Au moins je saurai ce qui arrivera. J'ai surtout pris Marie Laveau pour une question de nombre de rôles mystiques, car j'aimerais jouer à terme des mots de pouvoir que je pourrais booster jusqu'à pour qu'elle soit niveau 3, j'avais besoin de 3 rôles mystiques. Voilà. C'est pas la carte dont je me servirai le plus, je pense. Ensuite, l'effet forcé de restriction de classe de la version officielle de Lola doit-il être appliqué? Non, cette version de Lola ne vous limite pas à utiliser, jouer ou engager des cartes correspondant à la classe de votre rôle. Vous êtes libre d'utiliser toutes vos cartes à n'importe quel moment. Ce qui libère un peu Lola d'une contrainte très particulière de son personnage, sa version officielle. Est-ce que cette Lola est compatible avec la version officielle? Non, cette version de Lola ne se joue pas comme une version parallèle. Ces cartes signatures ne peuvent pas être remplacées par des cartes signatures officielles. Voilà. On a lu tout ce qu'il y avait à lire sur Lola. Maintenant, on va passer à ces cartes spéciales. Donc, les cartes improvisation ont été remplacées par improvisation en jaune. 2 icônes libres, c'est d'un événement. Deck de Lola et l'actrice en jaune uniquement. Pour une action rapide, à jouer uniquement lorsque vous activez la capacité forcée de Lola et l'actrice en jaune, donc en début de phase d'investigation. Au lieu de regarder 2 cartes, regardez les 6 cartes non Cassilda du deck personnage et mettez-en une en jeu. Mélangez les cartes restantes dans le deck personnage, puis ensuite piochez une carte de mon deck, évidemment. Donc cette capacité permet d'aller chercher parmi 6 cartes sur 11, donc ça c'est plutôt fort, pour avoir plus de chances de trouver le rôle qui nous intéresse. Ensuite, crise d'identité en jaune. Le deck de Lola est l'actrice en jaune uniquement. Alors, révélation. Révélez les 2 cartes non Cassilda du dessus du deck personnage. Pour chaque carte révélée, vous devez soit la retirer de la partie, soit subir une horreur directe et la mélanger dans le deck personnage. Si aucune carte n'a été révélée par cet effet, subissez une horreur. Suis-je Cassilda ou Lola? Cette folie d'Astur doit s'arrêter. Alors, ça c'est une traîtrise qui est en 2 exemplaires, comme pour la version Lola officielle, 2 exemplaires aussi. Finalement, cette crise d'identité, je verrai en jouant, puisque je n'ai jamais joué ce personnage de Lola en jaune, donc
Je verrai en jouant, mais elle me paraît plutôt intéressante. Elle permet, avec un peu de chance, de révéler les deux cartes non Cassidal au-dessus du deck personnage. Et comme il y a certains rôles qui vont être moins utiles, surtout à certains moments de la partie, moins utiles que d'autres, ça peut permettre de réduire, pendant une partie, de réduire le deck, le deck personnage et donc d'aller plus souvent piocher les cartes du deck personnage qui nous intéressent, les rôles qui nous intéressent plus que d'autres. Mais évidemment, si je tombe sur deux rôles que je veux absolument garder dans mon deck personnage, je vais me retrouver à subir des erreurs directes. Ça n'est pas très positif, notamment à cause de Cassilda. On va commencer par elle. Cassilda, la reine. Vous perdez -1 vie et -1 santé mentale. Donc Cassilda réduit notre voilà, notre vie et notre santé mentale. Donc ça c'est quelque chose qui peut être, voilà, il faut essayer de jamais être à 6 horreurs et 6 dégâts sur notre Lola, parce que piocher Cassilda nous ferait alors mourir immédiatement. Cassilda ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, l'actrice en jaune. Forcé, quand vous choisissez un soutien rôle à mettre en jeu, choisissez Cassilda. Voilà. C'est-à-dire que si on la pioche dans les deux cartes au début de la phase d'investigation, on est obligé de prendre Cassilda, on ne peut pas prendre l'autre rôle. En revanche, certaines cartes, comme improvisation, précisent de regarder les 6 cartes non Cassilda. Voilà, donc dans ce cas-là, Cassilda n'est pas prise en compte lors de cette pioche, sinon ce serait beaucoup trop compliqué. On va regarder les rôles que j'ai choisis, ensuite on va lire le début de la campagne et puis ce sera notre fin de vidéo. Alors, j'ai choisi Lady Godiva, la femme de cœur. Lady Godiva ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, la carte en jaune. Alors, pour une réaction, après que Lady Godiva est entrée en jeu, je me demande s'il ne faudrait pas accorder le entrée en jeu, je vais le noter aussi. Ok. Cherchez dans votre deck un soutien armure ou un soutien vêtements et piochez-le. Vous avez le droit de le jouer en payant son coût ou de le défausser pour gagner un nombre de ressources égal à son coût. Cette capacité m'intéresse beaucoup, notamment parce que je vais jouer un deck basé sur la discussion. Lola normale et Lola en jaune sont les seuls à pouvoir jouer toutes les cartes discussion, toutes les cartes qui jouent sur la discussion de la collection officielle. Et c'est suffisamment rare pour que je me sois dit c'est l'occasion de jouer ça, notamment parce que Lady Godiva joue sur la discussion. Évidemment, j'ai deux dans mon deck, qu'on regardera tout à l'heure aussi rapidement, dans mon deck de... où sont-ils? De tenue élégante, voilà. C'est évidemment la première carte que j'irai chercher, si je peux. Lady Godiva est la première, idéalement il faudrait que je l'ai dès le début, dans le premier ou le deuxième tour de jeu, à chaque scénario, pour pouvoir tout de suite poser les tenues élégantes. Après, si j'ai déjà les tenues élégantes en jeu, c'est un peu moins important de l'avoir. En main, pardon. En main de départ, c'est moins important d'avoir Lady Godiva tout de suite. Voilà, donc ça permet d'aller chercher immédiatement cette carte. Et ensuite, pour la deuxième, enfin, cette carte, ça peut être une armure ou un vêtement, peu importe la carte d'ailleurs. J'en ai d'autres, j'ai pris des chaussures de course.
Et pour une capacité rapide, inclinez Lady Godiva. La prochaine action que vous effectuez ce round gagne le désignateur de l'action discussion. Donc ça aussi, c'est pareil. Ça, pour le coup, c'est une capacité que j'aimerais revoir. Donc Lady Godiva, revoir plusieurs fois dans le scénario. Lady Godiva est le rôle que je vais essayer le plus souvent d'obtenir. Ça va être difficile, mais je pense que c'est vraiment elle que je vais essayer le plus souvent d'obtenir. Parce que j'ai des cartes qui jouent sur la discussion, et la tenue élégante notamment qui joue sur la réduction de tests. Comme Lola a des statistiques assez faibles, la réduction de tests va me permettre en permanence euh, d'aller d'aller faire des actions combat ou des actions d'enquête, etc., en réduisant avec ma tenue élégante le test. Ensuite, Lady Macbeth, l'ambitieuse. Lady Macbeth ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, l'actrice en jeu. Pour une première réaction, quand vous initiez un test de compétence, inclinez Lady Macbeth, réduisez la difficulté de ce test de compétence de 2. Vous ne pouvez pas attribuer de carte compétence à ce test. Là aussi, on réduit de 2 le test. Si jamais en plus c'est une discussion, je peux la réduire de 2 avec ma tenue élégante. Tout ça peut être intéressant, sachant que Lady Godiva et Lady Macbeth ne sont évidemment jamais en jeu en même temps. Il y a toujours un seul rôle en jeu en même temps, mais je peux, juste avant de changer Lady Godiva, l'incliner en face de mythe. La prochaine action que vous effectuez ce round gagne le désignateur d'action discussion, même si Lady Godiva est ensuite remplacée, notamment par Lady Macbeth. On sera toujours dans le même round, et du coup, la prochaine action que je ferai sera une action de discussion. Donc ça, c'est plutôt fort, puisque Lady Godiva, quand je la pioche, je pourrais l'incliner pendant mon tour pour effectuer une action de discussion, alors que c'est une action combat ou enquête. Et au début du round suivant, pendant la phase de mythe, il y a une fenêtre rapide en fin de phase de mythe qui me permettra de refaire cette capacité. Deuxième réaction de Lady Macbeth, quand vous devriez réussir un test de compétence, vous gagnez plus 2 de valeur de compétence pour ce test. Alors ça joue sur toutes les cartes qui gagnent à réussir par plus de temps un test. Pour l'instant, je n'en ai pas dans mon deck, je ne suis pas sûr que j'irai en chercher. Cette capacité, je l'utiliserai un peu moins. C'est peut-être un peu dommage, mais c'est une autre façon de jouer. Donc, ce serait tout un autre deck build. Ce serait un peu compliqué de jouer sur le fait de réduire les tests et le fait de réussir par plus de temps. Voilà pour mes 2 rôles truands. Les rôles mystiques, on a vu Marie Laveau déjà. Jorogumo, la séductrice. Jorogumo ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, l'actrice en jaune. Les ennemis engagés avec vous perdent alerte. Bon, ça c'est toujours un petit bonus intéressant, mais surtout ce qui m'intéresse c'est sa capacité rapide. Déplacer un ennemi non élite d'un lieu dans votre direction. Vous gagnez plus 2 à votre valeur de compétence pour le prochain test de compétence que vous effectuez durant cette phase. Max une fois par phase. Donc, plusieurs fois dans le round, puisque c'est une fois par phase, plusieurs fois dans le round, je peux déplacer un ennemi non élite vers d'un lieu dans ma direction. Même s'il est très loin, je peux le déplacer. L'avantage, c'est que comme je vais jouer notamment sur la discussion, et notamment à terme, là pour l'instant je n'en ai pas dans mon deck, mais avec les cartes mots de pouvoir qui me permettent de contrôler des ennemis, le fait de les faire venir avec moi, les déplacer d'un lieu connexe à mon lieu, ou au moins de les rapprocher s'ils sont loin, est très positif pour moi. Et en plus de ça, je gagne plus 2 et valeur de compétences pour le prochain test. Un plus 2 avec Lola, c'est jamais de refus. Voilà. Donc comme Lady Godiva, c'est aussi un rôle, je pense, que j'aimerais voir régulièrement. Voilà. Lady Macbeth aussi, la réduction de 2 est évidemment intéressante. Ereshkigal, la juge. Ereshkigal ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, l'actrice en jaune. Alors, vous avez le droit de considérer le modificateur des pions crâne, cultiste, tablette ou chose très ancienne que vous avez révélé comme -2. Voilà. Donc, au lieu d'avoir peut-être un -5, un -4, etc., ce sera -2. En revanche,
ça n'enlève pas les capacités, par exemple, en cas d'échec, placer un de vos indices sur votre lieu. Voilà, ça restera valable. Ensuite, pendant votre tour, pour une action rapide, pendant votre tour, inclinez Ereshkigal, regardez les 3 cartes du dessus du deck rencontre, choisissez-en une et attachez-la à Ereshkigal. Mélangez les autres cartes dans le deck rencontre. Et pour une réaction, quand un navigateur devrait piocher une carte rencontre, piochez la carte attachée à la place. Donc Ereshkigal ne fait pas partie de mes rôles principaux, c'est-à-dire que je ne vais pas chercher à la voir en permanence, mais elle permet de se protéger un peu contre le Chaos Bag donc, et contre le deck rencontre, puisque voilà, à chaque fois je vais pouvoir choisir parmi les 3 cartes du deck rencontre une, et pendant la phase de mid suivante, ou pendant mon tour si je joue une carte qui me fait piocher une carte rencontre, mais souvent ce sera pendant la phase de mid suivante, je saurai déjà quelle carte rencontre je vais piocher, ce qui est toujours une bonne manière de se protéger. Ensuite, Freja, la guerrière. Freja ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, l'actrice en jaune. Vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour qui ne peut être utilisée que pour combattre. Ça, c'est toujours utile, ça ne veut pas dire que c'est une capacité que j'utiliserai à chaque fois que Freja viendra, mais c'est toujours utile. Ce qui m'intéresse un peu plus, puisque je ne vais pas toujours combattre, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la réaction qui est en dessous. Si vous réussissez une attaque avec une différence de 2 ou plus, inclinez Freja, soignez un dégât ou infligez un dégât à un ennemi engagé avec vous. Voilà, le soin ou le dégât supplémentaire sont utiles, surtout que je vais pour l'instant jouer en combat, soit avec des cartes événements, mais surtout pour l'instant, le combat, si j'en ai besoin, sera avec les bâtons du dragon qui ne font que maximum 2 dégâts. Donc un petit dégât supplémentaire sera pas de refus. Si j'ai pris aussi ces rôles, c'est que j'avais besoin de 2 rôles gardiens pour pouvoir aller jouer plus tard les couteaux papillons. Voilà, ce n'est pas une carte, les couteaux papillons, qui est particulièrement forte, mais je la joue jamais, c'est l'occasion, et je me dis peut-être que si je réduis les tests, notamment les tests de combat, eh bien, je vais pouvoir faire avec les couteaux papillons beaucoup de dégâts. On verra. Ensuite, et ça me permet aussi de soigner un dégât, puisqu'à terme, je pense que j'irai jouer la sanctification d'âme, qui me permet, on verra tout ça plus tard, mais qui me permet, si je suis déjà complètement soigné, tous les soins au-delà de ma vie et de ma santé mentale génèrent une ressource, une offrande sur la sanctification d'âme. Voilà. Donc ces offrandes peuvent être utilisées pour avoir plus 2 à des tests. Encore une fois, avec Lola, les plus 2 sont intéressants. Ensuite, Kali, la destructrice. Kali ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, l'actrice en jeu. En réaction, quand vous infligez un dégât à un ennemi du fait d'un événement ou d'une capacité de combat, inclinez Kali, infligez un dégât supplémentaire. Là aussi, le dégât supplémentaire sera utile. Et la deuxième réaction, quand vous subissez des dégâts suite à une attaque ou que vous annulez une attaque, inclinez Kali, infligez à l'ennemi attaquant des dégâts égaux à la moitié de ses dégâts ou de ses horreurs, arrondi au supérieur. Donc, quand vous subissez des dégâts suite à une attaque ou vous annulez une attaque, ça risque de ne pas arriver. Subir des dégâts, il y a des chances que ça arrive. Je peux là aussi incliner Kali, il faudra choisir évidemment, je ne pourrais pas faire les deux dans le même tour. Infliger à l'ennemi attaquant les dégâts égaux à la moitié de ses dégâts ou de ses horreurs. Voilà, ça peut permettre de faire des petits dégâts gratuitement. Là aussi, j'avais besoin de 2 cartes gardiens pour aller jouer les couteaux papillons. Athéna, la sage. Athéna ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de Lola Hayes, l'actrice en jeu. Inclinez Athéna, mélangez une carte de votre pile de défausse dans votre deck, ça c'est toujours utile. Ou inclinez Athéna, cherchez une carte parmi les 3 cartes du dessus de votre deck, piochez-la et mélangez votre deck. Ces 2 capacités peuvent être très utiles, quoi qu'il arrive.
Voilà, c'est pareil, c'est pas Athéna, je vais pas essayer d'aller la chercher en permanence. Je pense que je vais plutôt essayer d'aller chercher Lady Godiva, Lady Macbeth ou Jorogumo, mais avoir Athéna en jeu qui me permet d'aller piocher ou de remettre une carte de ma pile de défaut dans mon deck, c'est très très utile. Ensuite, le petit chaperon rouge, la promeneuse. Le petit chaperon rouge ne peut pas quitter le jeu sauf par l'effet forcé de l'Olaïs d'Actrice Saint-Jean. Votre lieu perd -1 de valeur occulte. Ça c'est pareil. Comme je joue sur la réduction de test, le -1 sera toujours utile. -2 de valeur occulte si vous avez réussi un test de volonté durant ce round. Et sachant que le petit chaperon rouge a une capacité qui va jouer sur la volonté, donc une capacité rapide, inclinez le petit chaperon rouge, choisissez un ennemi dans votre lieu et effectuez un test de volonté à 0. Pour chaque point de réussite, cet ennemi perd -1 de valeur de combat ou de valeur d'évasion lors de la prochaine attaque ou tentative d'évasion effectuée contre cet ennemi par n'importe quel investigateur durant ce round. Bon, ce sera évidemment n'importe quel investigateur, ce sera évidemment moi puisque je jouerai en solo. En revanche, ça permet donc de réussir très probablement un test de volonté et d'avoir une valeur occulte réduite à -2 au lieu de -1. Sachant que je vais jouer sur le fait d'avoir des ennemis dans mon lieu et de les contrôler avec les mots de pouvoir, j'irai notamment chercher, quand j'aurai un peu d'XP, les cartes énigmes existentielles qui jouent sur la discussion. Choisissez un ennemi non élite dans votre lieu, effectuez un test de volonté ou d'intelligence. Le test diminue de 1 pour chaque carte dans ma main. En cas de réussite, échappez automatiquement à l'ennemi choisi et attachez-lui énigme existentielle. L'ennemi attaché gagne distant. Donc l'idée, ce sera d'avoir à terme, en permanence, un ennemi distant dans mon lieu qui me suit partout. Idéalement, s'il est chasseur, ça m'arrange. Un ennemi qui me suit partout et qui me permet de réduire les valeurs occultes des lieux dans lesquels je serai. Zarevna Leben, nous l'avons vu, et Cassilda, nous l'avons vu. Voilà. Toutes les cartes ont donc été vues. Mon deck est composé donc de cartes. Je vais jouer sur la discussion. J'ai donc pour le fluff pris toutes les cartes discussion possibles auxquelles j'ai accès sans XP pour l'instant. La tenue élégante, le chapelet de malédiction, interroger. Voilà, choisir un ennemi humanoïde, j'espère qu'il y en aura dans cette campagne. Et je l'ai joué qu'une ou deux fois cette campagne, donc je m'en souviens pas très bien, mais voilà, j'espère qu'il y aura des ennemis humanoïdes pour pouvoir faire des tests, soit des tests pour trouver des indices, soit des tests pour remettre les ennemis choisis dans le deck rencontre. Voilà. Ensuite, comme je vous le disais pour la frappe, pour l'instant on va avoir des bâtons du dragon et pour remplir les slots d'arcane pour permettre de booster les bâtons du dragon, on va jouer sur le talisman protecteur. J'en ai deux, je peux en avoir deux en jeu, et les dissimulations, pareil. En fait, j'ai pris des cartes rapides, ça me permet au moins de pouvoir ne pas perdre d'action pour remplir mes slots d'arcane. En parlant d'action, j'ai pris Léo en allié. J'ai que cet allié-ci. Voilà, je pense que je vais avoir un deck qui peut être assez lent, notamment avec les cartes mots de pouvoir quand je les aurai. Et un deck lent, c'est jamais bon. Donc voilà, des actions supplémentaires pour un deck lent, c'est plutôt utile. C'est un deck qui va être assez cher à jouer. Donc j'ai pris des tapés dans la fourmilière qui ont la double utilité d'aller me chercher des ennemis et dont j'aurai besoin avec mes futurs mots de pouvoir et de découvrir un indice dans mon lieu et de me générer des ressources. J'ai pris les loups solitaires, pareil, loup solitaire, je vais essayer de l'avoir très rapidement comme d'habitude. Dans la main de départ, c'est l'idéal pour pouvoir gagner l'équivalent de 2 ressources par tour au lieu de 1. Ensuite, des petites sortes de protection, c'est toujours utile. Élucider l'affaire, pareil, pour essayer de générer des ressources dès que je trouve des indices. Voilà, c'est plutôt
plutôt très utile, c'est rapide, ça fait des ressources. Comme je vais jouer aussi sur la réduction de test, j'ai pris exploiter une faiblesse. Voilà, ça me permet aussi à terme de taper des ennemis de cette manière-là. Donc, réduction de test. Si je réduis un test, je frappe l'ennemi et je peux soit le défausser, soit s'il est élite, lui échapper automatiquement et infliger 3 dégâts à la place. Voilà, ça peut être quelque chose de très utile. Je n'ai pas pris pour la réduction de test les cartes qui me permettent de faire la même chose, mais pour trouver des indices et trouver un indice supplémentaire, puis un indice dans un autre lieu. J'ai déjà pas mal de solutions pour les indices. C'était pas nécessaire d'avoir ces cartes-ci, surtout en solo. Trouver un deuxième indice dans son lieu, plus un indice dans un autre lieu, qui n'est pas toujours, les autres lieux ne sont pas toujours révélés. Bon, c'est moins utile. En multi, c'est une carte très 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 forte, mais en solo, c'est pas toujours utile. Ensuite, en vêtements, j'avais pris les tenues élégantes, j'ai aussi pris les chaussures de course. Ça, c'est toujours utile de pouvoir gagner une action de déplacement. Et ça booste l'agilité. Les chaussures de course, c'est toujours très fort. Et par ailleurs, avec Lady Godiva, je pourrais soit les placer aller les chercher et les placer en rapide, soit les utiliser pour me générer 3 ressources. Je les défausse et ça me génère 3 ressources. J'ai pris des diagnostics étranges qui pour l'instant me serviront surtout pour les icônes, ou si vraiment je suis très mal en point, qui à terme, j'espère, me serviront si je joue la sanctification d'âme. Je pourrais me soigner 3 dégâts à un investigateur, donc générer directement 3 offrandes contre un indice replacé sur mon lieu. 3 offrandes, donc l'équivalent de 3 courages inattendus, 3 plus 2. 3 offrandes sur la sanctification d'âme. Je crois que je vous ai présenté à peu près toutes mes cartes, évidemment des petits dégourdis pour aller rechercher, exploiter une faiblesse, et puis à terme j'aurai d'autres cartes survivantes dans mon deck. Et enfin on va pouvoir lire ce début de campagne. Donc, matière noire, guide de campagne. Alors, dans l'espace, personne ne vous entend crier. Il évoqua l'installation de la dynastie à Carcosa et les lacs qui reliaient Astur, Aldébaran et le mystère des Yad. Il parla de Cassilda et de Camilla et sonda les nébuleuses profondeurs de Dembe et le lac de Ali. Robert W. Chambers, le restaurateur de réputation. Nous sommes en 2147, vous venez de vous réveiller d'un sommeil cryogénique dans un vaisseau spatial qui semble abandonné. Vous allez être plongé dans une aventure dans l'espace à travers le système solaire où vous devrez empêcher l'extinction de la race humaine, rien que ça. Basé sur des suppléments non traduits en français du jeu de rôle L'Appel de Cthulhu, Ripples from Carcosa d'Oscar Rios et The End Time du Dr Michael C. Labossière. Matière Noire est une campagne en 8 scénarios d'horreur à Arkham, le jeu de cartes de 1 à 4 joueurs. Voilà, je ne vais pas vous lire le sommaire. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur dedans. Je lis rapidement dans ma tête. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Alors, attendez. La campagne Matière Noire nécessite une boîte d'extension de luxe, la route de Carcosa, pour être jouée. Pour une expérience de jeu optimale, il est fortement recommandé d'avoir terminé la route de Carcosa avant de jouer Matière Noire. Très bien. Règles supplémentaires et clarifications. Analyse. Certaines cartes rencontres de cette campagne ont des icônes situées au bas de la carte lorsqu'elles sont face cachée. Ces cartes rencontres seront utilisées pour former le deck Analyse, un deck de cartes hors jeu qui sera construit lors de la mise en place de certains scénarios. Dans cette campagne, les capacités identifiées par l'indicateur d'action Analyse permettent aux investigateurs d'explorer leur environnement. De telles capacités sont généralement utilisées pour trouver des éléments d'histoire, des cartes d'histoire ou des emplacements dans le deck Analyse, aidant à la progression dans chaque scénario. Ces capacités sont généralement, mais pas toujours, lancées à l'aide de l'action activée. La capacité Analyse vous demande de rechercher la première carte du deck Analyse correspondant à une certaine
icône. Pour ce faire, regardez les icônes au bas de la carte au-dessus du deck analyse. Si cette carte a une icône correspondant à celle que vous recherchez, l'analyse est considérée comme réussie et vous pouvez piocher cette carte. Si cette carte a une icône ne correspondant pas à celle que vous recherchez, l'analyse est considérée comme manquée. Placez la carte face cachée à côté du deck analyse et effectuez une nouvelle analyse avec la carte suivante du deck analyse. Répétez ce processus jusqu'à ce qu'une carte du type indiqué soit tirée. Une fois cette action terminée, mélangez chaque carte à côté du deck analyse avec ce dernier. La capacité analyse fait généralement, mais pas toujours, référence à l'icône d'un lieu. L'icône d'un lieu est le symbole de connexion qui se trouve dans le coin supérieur gauche de la carte. Si vous devez défausser une carte avec des icônes d'analyse ou la mélanger avec un autre deck, mélangez-la plutôt avec le deck analyse. Bon, ça fonctionne un peu comme l'exploration dans la civilisation oubliée. Si ce n'est que, en fait, c'est comme si on arrivait dans un lieu et qu'on fouillait, qu'on fouille un lieu. Voilà, ça c'est une des spécificités de cette campagne que je trouve vraiment très intéressant. Peut-être même qu'ils finiront par la reprendre dans le jeu officiel, parce que ça fonctionne très bien. Le deck analyse qui est ici, par exemple, voilà, a des icônes, on peut aller fouiller. On fouille une salle, mettons qu'on est dans le lieu qui a cette petite icône verte. Je peux fouiller le deck analyse et aller chercher, comme si je fouillais la salle et trouver alors un indice, non pas un indice, puisque le mot indice est déjà utilisé, mais trouver un élément, ça peut être donc un nouveau lieu éventuellement, ou un objet, je peux trouver des choses dans le deck analyse en fouillant mon lieu. Souvenirs. Certaines conclusions, interludes ou cartes scénario peuvent faire référence à vos souvenirs. Chaque investigateur possède une section dans son carnet de campagne pour décompter ses souvenirs. Ces derniers sont individuels et ne sont donc pas partagés avec les autres investigateurs. Il se peut qu'on vous demande d'ajouter ou d'enlever des traits aux souvenirs d'un investigateur spécifique. Cela se fait respectivement en inscrivant dans le carnet de campagne un trait sous la mention souvenir de cet investigateur ou en barrant l'un de ces traits. Le nombre de souvenirs de chaque investigateur est égal au nombre de traits non barrés dans leur section respective. Ça, nous verrons au fur et à mesure de la campagne les souvenirs que nous aurons. Le mot alerte que nous connaissons tous, je vais quand même lire pour vérifier qu'il n'y a pas de coquille. Chaque fois qu'un investigateur échoue à un test de compétence lorsqu'il tente d'échapper à un ennemi avec le mot-clé alerte, après avoir appliqué tous les résultats du test de compétence, cet ennemi effectue une attaque contre l'investigateur ayant tenté de s'échapper. Un ennemi ne s'incline pas après avoir effectué une attaque consécutive au mot-clé alerte. Cette attaque a lieu que l'ennemi soit engagé ou non avec l'investigateur qui tente de lui échapper. Question fréquemment posée. À la fin de ce guide page 32, vous trouvez une clarification de règles et des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Ne vous référez à ce chapitre que si vous n'êtes vraiment pas sûr de ce que vous devriez faire dans une situation donnée. L'icône d'extension, les cartes de la campagne matière noire peuvent être identifiées grâce à ce symbole placé devant le numéro de collection de chaque carte. Mise en place de la campagne. Voilà, pour débuter la campagne matière noire, effectuez les étapes suivantes. Choisir le ou les investigateurs, c'est fait. Chaque joueur assemble son deck investigateur. Choisir le niveau de difficulté. Constituer la réserve de chaos de la campagne. Je joue en standard. Vous pouvez désormais lire le prologue. Hop, en standard, voilà pour l'instant où en est le Chaos Bag. Et le prologue, je le lirai lors de la prochaine vidéo et où je jouerai le premier scénario. On lira le prologue et l'introduction du scénario en même temps. Bon, bah merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo et j'ai hâte de commencer cette campagne. J'espère que vous allez pouvoir nous suivre et j'espère surtout réussir au maximum pour une fois que je joue une campagne que je connais assez peu avec un personnage que je n'ai jamais essayé, ça risque d'être intéressant. Eh bien, bonne journée à tous et à toutes.